tout à fait transparent et qu'on n'avantagera personne dès le départ, on ne portera pas forcément un candidat, mais dès l'instant où on aura fait notre choix, et ben, il sera arrêté, mais en grande concertation avec les autres listes. Léo? Oui, je veux quand même insister sur cet enjeu-là de l'élection du directeur, parce que la dernière fois, on en a quand même pris pour 10 ans, donc il vaut quand même mieux s'y intéresser, parce que ça va quand même déterminer pas mal de choses. Donc je pense quand même que c'est positif que tout le monde veuille consulter les étudiants. C'est pas forcément évident à faire, hein. Il faut aussi se dire qu'il faudra organiser des assemblées générales, qu'il faudra aussi diffuser des documents qu'on nous dira peut-être qu'on n'a pas le droit de diffuser. Et ça, c'est déjà arrivé à l'IEP de Paris que l'UNEF prenne sur elle de diffuser des documents qu'il était carrément illégal de diffuser. Donc là-dessus, il n'y aura aucun souci. Les étudiants auront tous les documents et il n'y aura vraiment aucune question là-dessus. Et pour donner quand même la lecture de la chose, je pense que l'élection du directeur, c'est une opportunité pour les étudiants pour gagner des choses. Et donc il faut vraiment qu'on arrive entre les listes de façon unitaire et avec les étudiants à formuler des exigences précises, et notamment sur le fonctionnement de l'école et sur le fonctionnement démocratique de l'école. Ok, merci Aurélien. Et on finira par Alix. Bon, je commence par dire que vous avez demandé s'il y avait des candidats qui étaient pressentis. Les autres listes ont dit effectivement, il y a des candidats qui sont pressentis. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que on nous a dit, on commence à voir le paysage se dessiner. Bon, on va donner les noms. Il y a 2 personnes qui comptent se présenter. Révélation, c'est Monsieur Langaigne et Monsieur Lascaux. Voilà. Un petit peu de respect pour leur candidature, s'il te plaît. Ils travaillent derrière, je trouve pas ça. C'est pas une histoire de fair play, c'est une histoire d'informer les étudiants. On a dit qu'on informait les étudiants, qu'on avait des informations. Moi, j'ai des informations, je vous les donne, c'est tout. Ok, sur la position par rapport à la consultation. Oui, c'est pas secret, je suis d'accord. On va pas polémiquer là-dessus pendant 10 minutes. Non, t'es dit, on va pas polémiquer. Non, mais c'est pas un secret, mais on va pas polémiquer sur la question, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va pas polémiquer sur la question, on n'est pas là pour ça. On veut savoir ce que vous allez proposer en termes de consultation. Je revendique pas le fait qu'on s'en fiche, on donne les infos, c'est tout. D'accord, on avance. Alors, sur la question de la consultation, évidemment, on est tous d'accord pour qu'il y ait une consultation. On est tous d'accord pour que les étudiants puissent en discuter entre eux, puissent essayer d'avoir... Après, on verra bien, mais ça va être difficile. Et simplement, Sud se prononcera sans doute pas pour un des candidats, on verra, mais nous, nos critères de décision et de vote pour l'élection du directeur, c'est tout simplement notre programme. Si le directeur se prononce comme très favorable pour certains points, on peut soutenir un candidat. S'ils ne répondent pas à nos attentes, évidemment, on s'abstiendra. Merci. Alix, rapidement, s'il te plaît. Alors, juste pour revenir, je suis tout à fait d'accord sur le fait que oui, il faut qu'il y ait une transparence et qu'à partir du moment où les élus étudiants connaissent éventuellement les noms des potentiels candidats, c'est important de communiquer là-dessus. Mais à savoir que ça ne sert à rien non plus d'annoncer des choses qui ne sont pas faites ni actées, sachant que derrière, comme disait Teddy, il y a un travail, il y a des groupes de réflexion qui sont mis en place. Je suis tout à fait d'accord pour partager, mais il faut aussi pas non plus dire les choses en étant sûr de soi alors que c'est pas forcément certain, quoi. On va mettre au conditionnel. C'est ta responsabilité. Voilà, faut garder au conditionnel, et voilà. sûr que ces candidats vont vraiment se déclarer. Les candidatures, elles sont ouvertes jusqu'au 15 janvier, donc il faut faire attention. Alors, nos propositions, je pense que je rejoins aussi les autres listes. C'est sûr qu'il faut de la transparence, il faut communiquer avec les étudiants là-dessus. Ça va peser énormément pour l'avenir de l'école, pour son image, parce que, mine de rien, le directeur, c'est aussi une sorte de visage de Sciences Po Lille vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des partenariats, vis-à-vis de tout ce qui va être fait à Sciences Po Lille au cours des prochaines années. On en a parlé déjà au dernier CA, on pensait ce qui a été fait déjà il y a 8 ans aux dernières élections, organiser un débat entre les différents candidats avec présence des étudiants en amphi ou autre. Et donc c'est pas forcément facile à organiser parce que c'est un peu compliqué. Enfin, on en a déjà parlé en CA, il va falloir qu'on voit ça entre élus étudiants après les élections, mais aussi avec le reste du conseil d'administration. Mais c'est sûr que je pense que c'est une proposition que nous on porte et je pense qu'elle est soutenue par les autres listes. Très bien, merci. On va clore ce thème parce qu'on a beaucoup de thèmes à... T'as parlé au début? Non, c'était juste pour parler sur un enjeu peut-être que chaque liste défendra pour le nouveau directeur. On va y venir au fil de la discussion. J'aimerais vous entendre sur le déménagement. Est-ce que vous avez des engagements particuliers ou quelle sera votre position au sein du CA pour rendre compte du processus de déménagement aux étudiants? Rapidement, Aurélien. On fait la liste.
rendre compte de ce qui se passe au CA de toute façon, donc nous verrons, comme nous l'avons fait, comme le Sud l'a fait depuis 3 ans, tous les comptes rendus du conseil d'administration, donc tout ce qui se passe au conseil d'administration, tout ce qui sera dit, toutes les informations qu'on aura, on les donnera dès qu'on les aura. Après, sur le déménagement lui-même, nous on considère que c'est loin d'être une des priorités, que si on peut avoir des locaux qui respectent les normes de l'environnement, etc., ce qui est en train d'être fait, ce qui est a priori acté par le c'est bien. Après, sur l'action de l'emménagement, du déménagement, c'est clairement pas notre priorité. Nous, au contraire, c'est comme une priorité. On est un tournant quand même de Sciences Po Lille et il ne faudra pas le manquer. On a les moyens d'avoir des choses nouvelles, on aura un nouveau directeur. Ça fait 20 ans qu'on existe, c'est le moment de se projeter sur une nouvelle vision de Sciences Po. Et le déménagement, l'aménagement des lieux même, il devrait être pensé avec les étudiants. Ne pas laisser juste au cabinet d'architecture le soin de tout faire. On peut donner des indications. Et nous, une de nos revendications, c'est aussi de penser à rentrer dans le 21e siècle avec l'ère numérique. Non mais c'est important, ça facilite la vie de tout le monde. Il y a des nouveaux supports de cours qui peuvent arriver, c'est de nouvelles visions, de nouvelles manières de voir les cours, de nouvelles manières d'apprendre. Et ça, on doit tous se poser la question parce que tout le monde autour de nous le fait. Et c'est le moment de prendre en... D'accord. Tu as parlé de nouveaux moyens pour agir face à l'administration au niveau du CA. Quels sont ces moyens? Quelles sont les nouvelles choses que tu veux mettre en place? Alors il y a un nouveau site internet qui va sortir très bientôt. Les appels d'offres sont en train d'être étudiés. C'est quelque chose qui coûte très cher, plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est pour ça que les affranchis veulent accompagner ces investissements, quitte à rajouter quelques euros, mais pour que ce soit bien fait. Et ça, il faudra le penser très clairement pour pas que les investissements soient tout à fait inutiles. Tout le monde doit prendre en charge et en main ces outils. Léo? J'ai piqué un micro. Oui, juste rapidement sur le déménagement, je vais pas durer, je ne vais pas répéter ce qui a déjà été dit, on est d'accord. Par contre, ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a un restaurant universitaire du Crous qui a été maintenu, le restaurant universitaire Châtillon, qui sera juste à côté des nouveaux locaux de l'IEP et qui a été maintenu sur la pression de l'UNEF au conseil d'administration du Crous parce qu'il était question de le fermer puisqu'il n'est absolument pas rentable aujourd'hui. Et donc on a réussi à le maintenir pour qu'il y ait un point de restauration à proximité des nouveaux locaux. Voilà. Alors pour revenir rapidement, on n'est pas du tout d'accord avec Sud sur cette question, puisque au contraire, on pense que le déménagement c'est une priorité pour une raison très simple, c'est que Sciences Po Lille a prévu son développement depuis plusieurs années dans la perspective du déménagement. Donc le déménagement qui a pris énormément de retard. Et aujourd'hui, on voit très bien, la taille des locaux, elle est plus suffisante. On a des problèmes dans les salles de classe, au niveau de la taille des salles de classe, etc. On a vraiment besoin de déménager vite parce que c'est comme ça qu'a été pensé l'avenir de l'école. Après, pour les moyens pour peser dans l'accélération du déménagement, soyons très concrets, on n'en a aucun. C'est pas le CA de Sciences Po Lille qui fait un blocage, c'est pas l'administration, c'est pas la direction, c'est le budget de la région. Qui vient d'être débloqué, normalement. Il a été débloqué, l'appel d'offres a été lancé, sachant qu'on a déjà pris 2 voire 3 mois de retard sur le lancement de l'appel d'offres. Donc on est censé avoir la cérémonie de la première pierre qui se déroule en décembre, le 15 décembre. Mais voilà, l'accélération, les problèmes des travaux, on n'aura aucun... Merci Alix, on n'a pas beaucoup de temps, on avance. Merci Alix. Sans quoi je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alix, c'est qu'elle a parlé notamment de la taille des salles. Et ça, c'est un truc qui est extrêmement important. Il fallait que pendant la campagne, on a beaucoup parlé aux étudiants, et beaucoup des étudiants nous ont dit, par exemple, on a un problème contre l'enseignement des langues. C'est un truc qui remonte beaucoup, notamment en première et deuxième année, sur le fait que les gens s'étonnent qu'on ait 1h30 d'enseignement de langue ou 3 heures pour certaines filières intégrées, et qui du coup, de fait, ne suffisent pas forcément dans des étudiants. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un des arguments phares de l'administration de Sciences Po Lille qui renvoie aux étudiants quant au manque d'enseignement au niveau des langues, c'est qu'il n'y a pas de salle. Et s'il n'y a pas de salle, c'est parce qu'on est trop... C'est aussi qu'il y a un manque de postes disponibles. Oui, tout à fait. Mais dès l'instant où on dit vous pouvez réaffecter des budgets et recruter d'autres enseignants, ils nous disent bah oui, mais de toute façon, on ne saurait pas où les caler. Donc à chaque fois, ils vont répondre la même chose. Moi, j'ai fait deux commissions pédagogiques et à chaque fois, ils nous répondent bah oui, mais de toute façon, on n'a pas les locaux pour accueillir. Donc c'est là que le déménagement va être important et c'est là où je rejoins les autres listes qui disent qu'en fait, forcément, on va devoir intégrer les étudiants à la réflexion quant à qu'est-ce qu'on va faire de ces nouveaux locaux et comment on va pouvoir... Merci. J'ai juste une dernière question qui me semble assez importante.
La liste des clics, notamment, a émis depuis quelques années l'idée de mettre en place des partenariats publics-privés pour donner plus de moyens à l'école. Est-ce que c'est quelque chose que vous défendez? Qui le défend? Est-ce que quelqu'un s'y oppose? Quelles sont vos positions là-dessus? Très brièvement. D'abord toi, peut-être. Ouais, si Alix répond directement. Oui, alors, donc c'est une proposition depuis plusieurs années, donc d'essayer de trouver d'autres moyens de financement pour Sciences Po, parce qu'on pense que, voilà, il faut être assez réaliste sur la dotation de l'État vis-à-vis de notre établissement. Elle n'est pas prête d'augmenter, elle a même plutôt tendance à baisser. Et on pense que c'est pas aux étudiants de payer les charges de cette baisse, au sens où on n'a pas envie que Sciences Po Lille se transforme en une sorte de business school où les étudiants payent 8 000 à 9 000 euros l'année leurs frais d'inscription. C'est pas dans notre optique et je pense que c'est pas dans l'intérêt des étudiants. Après, la question budget sera abordée dans le troisième temps. Ah, pardon. Et du coup, voilà, donc on est plus dans cette perspective d'essayer de faire un peu, de trouver d'autres financements. Donc à ce sujet, il y a la fondation Sciences Po Europe Sciences Po Europe qui a été créée, qui permettrait donc aux IEP de province de pouvoir récolter de l'argent différemment. T'as exposé tes points? Ouais, c'est bon. On a vraiment plus de temps. Rapidement. Le budget, c'est dans le point suivant. Oui. D'accord. Bon, c'était pas l'inscription. Mais voilà. Okay, bon, je vais juste dire un truc là-dessus, c'est que les partenariats publics-privés, c'est pas forcément, on n'est pas très fan, quoi, concrètement. Est-ce que vous vous y opposez? Ouais, plutôt quand même. D'accord. Par contre, faut se dire quand même que les sources de financement pour l'IEP, il n'y a pas que celle-là. Il y a notamment la Fondation nationale des sciences politiques qui a un magot énorme qui est en général destiné à l'IEP de Paris. Et là, pour faire pression, ça ne sera pas avec nos petits bras simplement d'étudiants à l'IEP de Lille qu'on y arrivera. C'est avec aussi une pression au niveau national de tous les IEP de province et au niveau de Sciences Po Paris. Et là, on aura besoin d'une organisation nationale. Les affranchis et Sud, vous voulez réagir, mais en 10 secondes. 10 secondes, non. Non, nous, on est évidemment favorable, il faut être pragmatique sur la question. La dotation de l'État, elle va encore baisser et on n'y peut rien. Donc oui, il faudrait être ouvert à d'autres opportunités. Et c'est pas que sur le budget, c'est surtout que même être associé avec d'autres institutions, d'autres organisations, d'autres entreprises. Et ben, c'est plein d'opportunités pour les étudiants. Merci. Alors là, c'est clairement le cas dans lequel la ligne politique qu'on défend globalement s'applique. Nous sommes totalement opposés à toutes sortes de partenariats publics, privés, au moins c'est clair. On a compris. Et pour la dotation, simplement pour la dotation de l'État... On va reparler de budget, Mais on peut dire deux mots simplement, ça a été évoqué, donc je réponds. Pour la dotation de l'État, je suis d'accord avec l'UNEF, il faut faire pression, c'est un combat qui se mène au niveau national, et il y a des moyens de faire bouger un petit peu les choses, par exemple, si on commence à refuser les budgets, parce que si on vote non au budget, parce qu'on considère que les dotations de l'État sont insuffisantes, déjà il y a un poids, parce que si le budget passe pas, ça pose problème. Donc si on fait ça et on fait ça dans différents IEP, ça peut marcher, et on est d'accord avec l'UNEF, c'est des luttes qu'on pourra mener ensemble, je pense. Merci, on va passer au troisième point. Ah pardon, excuse-moi, vas-y. Alors pour ce qui est de cette question des partenariats publics-privés, oui, on est en manque au niveau du budget, au niveau de la dotation de l'État. Oui, il y a un combat qui va devoir se mener nationalement avec les autres IEP. Il a déjà été commencé, il sera poursuivi cette année. Concernant les partenariats publics-privés, nous, globalement, on est pour intégrer certaines entreprises privées dans certains cadres définis et certains projets définis. On a vu notamment qu'il y a eu des conférences qui sont organisées avec Audinor, c'était une chaire indépendante qui l'organisait. Donc ça là-dessus, c'est des projets spécifiques dans lesquels on peut s'engager, mais en fait on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. Donc il va falloir faire très attention avec qui on s'engage et dans quelles conditions on s'engage. C'est des dossiers qu'il va falloir suivre attentivement, qui va généralement s'engager et qu'il va falloir suivre. On va passer au troisième sujet, si vous voulez bien, notamment le thème de la démocratisation. J'invite ceux qui parlent à questions sociales et démocratisation. Alors, sur une note plus légère, alors que l'IEP doit racler chaque année le fonds des promotions pour offrir à la couverture du trombinoscope ces minorités visibles, quels sont vos projets en matière de démocratisation? Qu'allez-vous faire contre les 30% de boursiers qui gangrènent nos rangs? Ne faudrait-il pas, par exemple, généraliser les frais d'inscription à 3 200 €?
Alors merci pour cette introduction très apartie. Donc tout d'abord, oui, il y a 30% de boursiers, mais aussi 30% de personnes qui payent justement ces 3 200 €. Et nous sommes dans la liste des clics pour continuer le fait que oui, il y a une participation financière des personnes les plus aisées, mais également pour revoir dans le fond en comble l'échelon qui est fait, dans le sens où nous voudrions, entre guillemets, copier Sciences Po Bordeaux afin que ce soit linéarisé, de faire proportionnellement, que la participation des frais de scolarité soit proportionnelle au foyer fiscal, dans le sens où quelques euros de plus peuvent faire passer d'un échelon à l'autre et entamer des différences beaucoup plus grandes par rapport à des salaires quasiment identiques. C'est la question des effets de seuil qui est quand même très très importante. Mais il faut garder à l'esprit que ces 30%, c'est vrai que ça pourrait être, on pourrait peut-être, pourquoi pas, créer d'autres, mais on n'est pas favorable et je crois qu'il faut bien... ça résume tout. Donc voilà, c'est la question des effets de seuil sur laquelle on va devoir tous se poser les questions. Oui, bon, donc déjà sur la démocratisation, à partir du moment où on a un système de concours et de sélection, on n'aura jamais un IEP ouvert à tous, puisque dans le principe de concours, il y a quand même une sélection sociale derrière. Je vous renvoie aux travaux de Bourdieu. Mais bon, en tout cas, on reste dans le cadre d'un système de concours, mais si on veut déjà que ce soit ouvert à tous, ben déjà les frais d'inscription, faut évidemment arrêter de les augmenter, il faut même les baisser, car ça vraiment... ça a rapporté certes beaucoup d'argent à l'IEP, mais bon, donc toutes les listes jusque-là ont voulu les augmenter. Nous, on est pour un IEP donc ouvert à tous et gratuit. Et même si les dotations de l'État baissent, il faut se battre contre ces baisses des dotations et pas faire payer par les étudiants. C'est pas une alternative comme une autre. Voilà, on ne fait pas payer les élèves de primaire parce que le budget de l'éducation nationale baisse. Je vais inviter les autres listes à être plus claires sur leur position par rapport à l'actuel système des frais d'inscription. Êtes-vous pour ou contre cette modification? Bon, je vais être très très clair. Le programme de l'UNEF, il y a le long terme et le court terme, encore une fois. Sur le long terme, on n'est pas pour que les frais d'inscription, ça représente une majorité du budget de l'IEP, parce que c'est le cas aujourd'hui maintenant. Pour ça, notamment à court terme, ce qu'il faut, c'est revoir les tranches. Parce que quand on a un tiers des étudiants qui est à la dernière tranche et quelque chose comme 10% dans les deux seules tranches où on paye moins de frais d'inscription qu'avant la réforme, il y a un problème. Donc il faut lisser tout ça. Comment à discuter avec les autres listes de façon la plus unitaire possible, mais il faut faire baisser en montant certains frais d'inscription, ça c'est clair. Je rajoute une chose, les 30% de boursiers, c'est un chiffre à affiner, parce que les chiffres qu'on a, c'est que dans les 30% de boursiers, il y a exactement 0 boursier échelon 7, c'est-à-dire l'échelon maximal, et quelques, mais vraiment très 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 peu, boursiers échelon 6. Donc il y a une sélection sociale quand même assez radicale, qui s'opère à la fois par des effets d'autocensure avec le concours, à la fois avec les frais d'inscription. Et donc ce qui est important, c'est de lutter contre l'autocensure. Ça se fait un petit peu avec Paye, mais il faut le généraliser. Il faut notamment avoir des actions en direction de publics plus variés dans des lycées peut-être plus variés. Et il faut aussi diversifier les voies d'accès à l'IEP. Je pense qu'il y a des gens qui peuvent être extrêmement intéressants en termes de profil dans l'IEP et qu'on doit pouvoir les recruter. Des voies d'accès, par exemple, pour des gens qui viennent de BTS, des gens qui viennent de filières plus professionnelles. Je pense que c'est des choses qui permettraient de diversifier la population sociale à l'IEP et qui permettraient d'enrichir les formations. Bonjour, Marie-Hélène Noix, deuxième de liste. Je voulais déjà remercier ce volet social, discuter de ce volet social, parce que bon, nous, c'est une de nos mesures phares de notre programme. Je sais que certains n'en ont pas, les affranchis. Je voulais aussi parler, d'abord donner une précision sur les frais d'inscription. Déjà, la liste des clics et la liste des affranchis ont voté la hausse puis le gel de ces frais d'inscription, et la liste IEP se positionne dans un refus total de hausse future des frais d'inscription. Et notre mesure phare de ce volet social, ça serait avec le gain généré par les frais d'inscription modulés, retranscrire un tiers de ces gains directement aux bourses de fonds social et aux bourses de mérite, parce qu'on a vraiment un problème avec les étudiants
mobilité pardon, pour ces étudiants, enfin 30% comme je ne sais pas comment ça s'appelle, en parler. Vraiment, c'est une de nos mesures phares, vraiment retranscrire cet argent gagné aux étudiants qui en ont besoin. Donc voilà. Merci. Peut-être un droit de réponse. Ouais, bon, c'est bien de travailler tes punchlines, mais on va. Donc moi je vais recentrer le débat. Du coup, oui, sur le programme Pay, il faut l'élargir. C'est un super programme, ce sera peut-être le plus bel héritage que Pierre Mathieu va nous laisser. Là-dessus, c'est vraiment un programme qu'il faut diversifier et agrandir, et pourquoi pas plus inclure d'autres étudiants, pas que ceux qui sortent du programme Pay. Donc il faut peut-être plus communiquer là-dessus. Et ça, c'est vraiment un très beau programme. Sur les frais de scolarité, les affranchis ont voté pour les frais modulés. C'était parce qu'il fallait réagir à l'instant T sur les baisses de dotation de l'État. Néanmoins, là, on commence à en voir les effets très clairement. Et on est aussi pour à long terme une baisse quand même de ces frais, mais parce qu'on aura trouvé d'autres sources de financement. C'est pas idéologique, c'est juste pragmatique, c'est une logique de budget, on ne peut pas faire contre, on trouve des autres sources de financement et après on pourra baisser les frais de scolarité. Merci. Je rejoins également donc, Teddy sur la continuité du programme Pay qui permet un élargissement du recrutement de Sciences Po, puisqu'on ne va pas supprimer le concours quand même. Et quant aux frais, effectivement, ils ont été augmentés, mais par exemple, l'augmentation des frais, donc, comme disait Teddy également, répondait à une certaine urgence face à la baisse de la dotation de l'État, et également ont permis une plus grande redistribution. Par exemple, les frais pour le fonds de mobilité ont augmenté de 54 000 €. Donc il faut aussi prendre en compte que cette augmentation de frais a permis une meilleure redistribution. Et enfin, que c'est évidemment, nous l'espérons à court terme, et effectivement que par-delà le seuil, et donc on espère une linéarisation de ces frais, on espère à la fin une baisse, mais voilà, pour le moment, et c'est pour ça qu'on développe ce qu'on a dit avant, les partenariats privés. Ça va nous permettre de rebondir sur la question du budget, notamment en rapport avec l'actualité, ce qui s'est passé à l'IEP DEX. Donc, je vous invite à réagir encore sur la question du budget et des partenariats. Ça montre un petit peu où peuvent aller les logiques d'aller chercher les financements à n'importe quel prix et n'importe où. Effectivement, donc on a quand même un IEP qui a carrément magouillé pour avoir des financements en plus, avec des trucs privés, des trucs limite fictifs. Le Sciences Po et le Maurice, c'est quand même assez intéressant. Non mais faut quand même voir que sur les questions budgétaires, il y a des leviers quand même qui nous permettent d'avoir plus d'argent. C'est arrivé une fois que les élus étudiants se mettent vraiment tous ensemble pour refuser le budget. Il a été refusé cette année-là, c'était il y a 3-4 ans, je ne sais plus, et on avait obtenu des postes à ce moment-là, on avait obtenu 3 ou 4 postes supplémentaires de l'État. Donc c'est vraiment important, déjà à l'échéance budgétaire, de voter contre le budget. Moi je regrette que l'an dernier, il ait été adopté en partie parce que les affranchis ont voté pour, et je le dis très tranquillement, mais pour le coup, ça avait été discuté entre les élus étudiants et au dernier moment, l'élu des affranchis a voté pour, et donc c'était quand même un problème. Donc si on refuse le budget, ça nous permet d'en avoir plus. Et il faut aller au rapport de force sur la FNSP, et il faut aller au rapport de force avec l'État, avec les autres IEP, parce que là on a un intérêt commun. Quelqu'un veut réagir à ce que je dis? On va devoir laisser l'amphi à moins 10, donc il va falloir terminer rapidement et après on passera aux questions. Bah tiens, votre position claire sur le budget. Par rapport au budget, donc effectivement il a été accepté la dernière fois. Je pense qu'on ne peut pas se permettre de refuser tout le temps jusqu'à ce que ça grimpe à des millions, tout simplement parce que l'État, au bout d'un moment, l'argent ne tombe pas du ciel, désolé de vous décrocher de l'enfance. Et ensuite, je permettrai de tout simplement dire que les partenariats privés-publics peuvent également être une opportunité pour les étudiants au-delà du budget s'ils sont faits dans de bonnes mesures, dans le sens où, désolé de parler vite, dans le sens où ça peut également prendre des opportunités, parce que du coup, évidemment, ces entreprises ne donnent pas pour simple charité chrétienne, et nous pensons que ça peut être une opportunité pour les étudiants, dans par exemple la professionnalisation, mettre des partenariats, puisque justement ça rejoint donc la professionnalisation, tous les thèmes se rejoignent, et nous pensons que ces partenariats permettraient d'ouvrir des opportunités aux étudiants au-delà du budget. Merci. Oui, dans le nous aussi, évidemment, on pense qu'il faut refuser le budget, simplement ce qui est insuffisant. On pense aussi qu'il faut regarder du côté des dépenses. Est-ce que toutes les dépenses de l'IEP sont utiles? Est-ce que
Voilà, toutes les dépenses de communication, etc. sont forcément utiles. Là, il y a quand même des choses à voir de ce côté-là, et voilà, au-delà des recettes qu'on peut avoir. Et j'aimerais mettre l'accent aussi sur la stratégie des ADLIS, qui consiste à dire, certes, on veut plus de dotation de l'État, mais en attendant, il faut augmenter prescription, chercher des financements ailleurs. Et ben, avec ça, évidemment, l'État il n'en a rien à faire, puis après, on va demander plus de financement, puisqu'on les trouve d'une autre manière. Donc, la stratégie ne marche pas du tout, et d'ailleurs, on voit bien qu'ils ne se croient pas eux-mêmes, parce qu'ils disent, de toute façon, l'argent ne tombe pas du ciel, donc ils ne pensent même pas qu'on peut avoir plus de dotation de l'État, et que ça vaut la peine de se battre pour ça. Je pense que l'État est assez endetté, mais bon, après, peut-être... On va C'est dit ou Marie? Donc moi, c'était pour revenir sur l'épisode de Aix, donc je pense que le rôle des élus étudiants, c'est notamment la transparence, expliquer vraiment le budget, ce qui s'y passe, et pour rejoindre l'idée des autres listes, c'est vraiment informer les étudiants sur le long terme, et pas seulement lorsqu'on fait le CA en disant « Tenez, le bilan est tombé là, c'était ce qui s'est passé l'année dernière », non, c'est tout au long de l'année, on vraiment expliquer aux étudiants ce qui s'y passe et à quoi sert le budget, où il est dirigé, et je pense que vraiment, toutes les listes, quelles qu'elles soient, doivent vraiment s'y mettre pour vraiment faire le relais auprès des étudiants tout au long de l'année. Un dernier mot sur ce sujet avant de passer aux questions. Bon, eh bien, je vais me tourner vers le public, et notamment ceux qui ne font pas partie de liste en priorité, pour poser des questions. Merci pour ce débat. J'avais juste une question sur un point que vous avez mentionné dernièrement, au niveau des partenariats publics-privés. Vous dites que ça va, je m'adresse en particulier à l'élite des clics, vous dites que ça va générer aussi de nouvelles opportunités pour la professionnalisation. Est-ce que vous avez des idées des entreprises qui seront sollicitées dans les partenariats, et aussi quel type d'opportunités en termes de professionnalisation ça va apporter? Merci. C'est Alice qui s'est plus occupée de cette développement. Alors, c'est sûr que c'est une question qui est un peu compliquée, puisque pour l'instant, ça n'a pas du tout forcément été mis en place à Sciences Po Lille. Donc après, nous, on ne propose pas de solution révolutionnaire, on dit juste que c'est un groupe qu'il faut mettre en avant la réflexion sur ce point-là. Il faut faire attention à ce qui est mis en place, il faut faire attention à quels vont être les avantages pour l'école, quels vont être les avantages pour les étudiants. Voilà, c'est encore très... on ne sait pas non plus vraiment ce qui est possible, puisque ça n'a pas été forcément mentionné au cours des dernières années. Il faudra voir aussi, en collaboration avec les autres élus, ce qu'ils sont prêts à soutenir, puisqu'on ne peut pas faire un projet tout seul. Donc voilà, c'est plus... on parle de ça dans un sens de réflexion et de mise en place d'une démarche qui pourrait nous amener à ça. Ce sera... on est assez réaliste, ce ne sera pas mis en place. Du coup, collaboration avec les autres élus, qu'est-ce que vous proposez particulièrement? Alors évidemment que non, on ne peut pas savoir quelles entreprises. Déjà, il faut essayer de donner un petit côté attractif à Sciences Po, leur dire que oui, on est ouvert, oui, on est prêt à faire des partenariats, mais dans des limites. Mais ça, on ne les a pas encore mis sur papier, ça se travaillera avec l'administration et surtout le nouveau directeur, voir s'il est d'accord avec ça et s'il est prêt à mettre toute son énergie pour essayer de voir un avenir sur les 10 prochaines années. Bravo, pour lui. Je vais répondre d'une phrase pour pas trop durer. Simplement, je pense que nous, on avait voté à l'époque contre le Master Eau du Nord, parce qu'il y a un Master Eau du Nord à l'IEP, qui existe. Je ne suis pas sûr qu'il ait énormément apporté en termes de professionnalisation. Et donc là, il y a déjà des bilans à faire, d'une part, sur les partenariats qui ont déjà été faits, et d'autre part, je pense qu'il y a d'autres pistes à explorer, notamment sur les questions d'alternance, et notamment sur les questions de trouver des stages aux étudiants plus facilement, parce qu'aujourd'hui, la recherche de stage, c'est quand même le truc le plus prenant en fin de cursus, en 5e année. Rapidement pour conclure. J'y suis. Donc voilà, plus sur ces aspects-là, je pense qu'il faut travailler que sur des partenariats qui sont un peu hasardeux. Et donc... Merci Léo. Pour répondre rapidement sur ce point-là,
Concernant Haut du Nord, justement, c'est typiquement le cas sur lequel, en gros, le master qui a été fait répond à une stratégie d'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que Haut du Nord, là-dessus, a une stratégie dans le Nord qui, justement, ils sont en procès avec l'île métropole communauté urbaine depuis déjà plus de 10 ans. Et le fait de répondre, d'avoir des agents publics en réponse avec des masters, notamment à Sciences Po, ça leur a